Eh ben, bonjour à tous. Bienvenue à ce talk. Non, tu t'arrêtes pas. Bienvenue à ce talk sur le functional programming. Hop, je me présente rapidement. Moi, je m'appelle Charlotte Cavalier. Je suis développeur back-end chez une entreprise qui s'appelle Equisense. On fait des objets connectés pour l'équitation. Donc, nous, on recrute. Si vous avez envie de faire des objets connectés, je recrute en Kotlin, on recrute des gens sur le firmware. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez me suivre sur Twitter. Vous pouvez me trouver sur GitHub. Toute la partie code de ce talk est sur GitHub. Et sinon, pour mes passions, moi, tout d'abord, je suis une grande fan de jeux. Je joue beaucoup. Je suis une grande fan de technologie. J'aime beaucoup apprendre des nouvelles technos et les partager. D'ailleurs, là, je vais vous faire le talk en Scala. Moi, j'en fais pas professionnellement. Nous, notre back-end, il est en Go. Donc, si vous voyez des petites erreurs, n'hésitez pas à me le dire, parce que le Scala me sert à illustrer les propos que j'explique. Et en dehors de tout ça, il y a une personne que j'aime plus que les autres, c'est ma grand-mère. Ça, c'est ma grand-mère. C'est une personne qui est très, très gentille, qui est toujours à l'écoute des autres, et qui, pour une grand-mère, est relativement connectée, vu qu'elle me parle sur Facebook, qu'elle me Skype. Bon, de temps en temps, elle me demande de réparer son imprimante, parce que la notion de programmeur, c'est pas toujours clair. Mais en dehors de ça, elle n'a pas trop de background scientifique. Donc quand elle me pose des questions sur mon métier, des fois, c'est un peu compliqué. Et c'est ce qui m'est arrivé l'autre fois. J'étais en train de bosser sur ce talk. Je savais que j'avais envie de parler de fonctionnel, mais je ne savais pas encore comment. Et elle m'a demandé qu'est-ce que j'étais en train de faire. Et du coup, j'ai su que ça allait être compliqué. Donc j'ai essayé de lui expliquer rapidement qu'est-ce que c'était le fonctionnel. Donc je lui ai dit, écoute mamie, là actuellement je suis en train de travailler sur une nouvelle conférence qui va porter sur le fonctionnel. Le fonctionnel, c'est quoi? C'est une méthode pour faire des programmes qui est apparue dans les années 70. Ça a été très populaire dans les années 70, mais après on l'a oublié, on l'a un peu laissé de côté pour faire plutôt de l'impératif. L'impératif, c'est la façon dont nativement les ordinateurs vont fonctionner. Donc on va faire des choses, étape par étape, et on va faire des choix entre deux actions. Le fonctionnel, c'est autre chose. Mais des fois, ça peut être un petit peu compliqué à prendre en main, donc c'est vrai que ça a été très populaire pendant 30 ans, et on recommence à en parler. Là, elle m'a arrêtée, elle m'a dit, mais attends, si c'est un sujet qui est compliqué, et que les gens dont personne n'en parlait pendant 30 ans, pourquoi tu veux en parler en conférence? Mais du coup, je lui ai dit, parce que je pense que ça répond à des besoins hyper actuels, le fonctionnel. Aujourd'hui, on a toujours des problèmes de scaling et de concurrence. Là, j'ai compris que j'avais dit des choses qu'il ne fallait pas dire. Parce que sa question suivante, c'était, c'est quoi la scalabilité et la concurrence? Alors, j'ai essayé de vulgariser ça pour qu'elle puisse comprendre. Alors, tu vois, mamie, quand tu es dans ta cuisine, là, tu es en train de me préparer une coca. Tu es en train de faire sauter les tomates dans ta poêle avec les oignons, l'ail, tout ça. Et en même temps, tu prépares ta pâte brisée. Et en même temps, le four chauffe. Tout ça, c'est ce que nous, on appelle de la concurrence. Tu fais faire différentes choses dans ta cuisine, par différents pôles, mais dans le même temps. Nous, on appelle ça la concurrence en informatique. La scalabilité, c'est que quand tu vas servir ta tarte, on sera tous autour de la table et on pourra tous se servir en même temps. On n'aura pas besoin d'attendre les uns les autres, on pourra tous se servir à table. Ça, c'est la scalabilité. Elle m'a dit, non mais là, ça c'est quelque chose qu'on sait déjà faire depuis longtemps sur les ordinateurs. Quand je suis devant mon ordinateur, je peux être sur Facebook, je peux jouer aux cartes, je peux appeler ton oncle sur Skype, je peux faire tout ça en même temps, ça pose pas de souci. Le problème, c'est qu'au sein d'un même programme, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle les effets de bord. Imagine, tu mets ta tarte dans le four. Tu as préchauffé ton four, tu l'as programmé pour qu'il chauffe à 180 degrés pendant 20 minutes. Tu mets ta tarte et tu vas faire une partie de cartes. Moi, j'ai faim et je me mets une pizza dans le four. Donc, je monte le four pour que ça cuise. Du coup, quand moi j'aurai ma pizza, toi, tu vas revenir pour chercher ta tarte et ta tarte aura brûlé. C'est ce qu'on appelle un effet de bord. Ça peut sembler trivial comme ça quand je vous raconte une histoire de pizza. Mais par contre, c'est ce qu'on fait tous les jours en informatique. Tous les jours, on a des programmes qui modifient des variables, qui modifient des objets, qui changent les champs des objets, qui modifient une liste, qui renvoient des exceptions, qui lisent sur la sortie standard, ou qui vont échanger avec l'extérieur. Tout ça, ça peut produire des effets de bord. Mais
justement, dans le fonctionnel répond très bien à nos problématiques aujourd'hui pour éviter les effets de bord, parce qu'on peut utiliser une notion clé du fonctionnel qui s'appelle la notion de pure fonction. En fonctionnel, tout est basé sur cette notion-là. Une fonction, comme en mathématiques, elle va toujours donner le même résultat si on lui passe les mêmes paramètres. Vous faites 2 plus 2, vous aurez toujours 4. Les mathématiques ne changeront pas. Mais c'est exactement le même principe qu'on va chercher en informatique. La deuxième chose, c'est qu'une opération ne va jamais changer son environnement. Du coup, je vais vous faire un petit exemple trivial. Parce que j'ai choisi Scala pour vous montrer ça, mais Scala se prête très mal aux effets de bord. Donc j'ai dû faire des choses qui ne se font pas en Scala. Imaginons, j'ai une fonction qui doit fabriquer une URL. Celle-là, la build URL. Cette fonction, elle fabrique l'URL, elle la remet dans une variable. Du coup, la première fois que je vais passer dans cette fonction, elle va bien valoir HTTP, ce que vous voulez. Mais la deuxième fois que je vais repasser, ma variable sera setée. Du coup, j'aurai plus du tout le même résultat. Je cherche mon test, ça doit être celui-là. Là, normalement, voilà, celui-là, il pète. La réalité, c'est qu'en ce cas-là, on n'utilise pas de mutable. Là, j'ai fait exprès de faire ça pour faire un exemple, mais tout doit être immutable. Du coup, là, mon compilateur, il me dit tu fais des choses pas très propres, tu essaies d'affecter une variable immutable. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste retourner l'URL qu'on veut construire. On n'a pas besoin de la stocker. Ça semble trivial, mais ça va répondre à plein de nos problèmes. Scala a plein d'outils qui vous permettront de faire du code sans partager d'état mutable. Je vais revenir à mes slides. Si vous voulez faire les exercices en même temps que moi, tout est en ligne à cette adresse, à peu près, parce que comme je suis quelqu'un d'un peu joueur, j'ai tout changé ce matin, donc ce n'est pas tout à fait les mêmes exercices. Du coup, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'on ne fait pas d'état mutable qu'on partage entre des objets. Parce que si on veut faire de la concurrence, si on veut avoir des choses qui run à plusieurs endroits, on n'a surtout pas envie qu'on ait des choses qui aient changé. Moi, j'ai fait de la maintenance pendant des années. J'ai passé un temps fou à chercher pourquoi il y avait telle donnée dans ma base de données. Pourquoi mon code avait cette valeur à cet endroit-là. Parce qu'on partage des états mutables. Donc ça, c'est vraiment à éviter si vous voulez faire du multithreading. Cet effet, ça vous permet vraiment de coder plus proprement. Mais ça, c'est la base. Et du coup, la deuxième notion clé, c'est la notion de fonction de plus haut niveau. J'essaie de traduire. Quand je lui ai dit... alors, on parle souvent dans les langages fonctionnels en disant que les fonctions sont des objets de première classe, donc des citoyens de premier ordre. C'est first class citizen en anglais. Donc elle a cru que je parlais de cinéma, c'était pas tout à fait ça. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire qu'une fonction va se comporter comme tous les autres éléments du langage. On peut l'affecter à un nom, on peut le retourner, en faire le retour d'une fonction, ou on peut le passer en paramètres. Et ça a plein d'applications sympas. Premier exemple, je vous fais un premier exemple trivial. J'ai une fonction qui doit dire bonjour. Je vais lui passer un paramètre string qui sera mon bonjour, ma façon de dire bonjour, et une fonction que je vais appeler f et qui va être de type string. Alors, je ne suis pas experte en ce cas-là, vu que j'en fais pas. Donc, je peux me tromper. Et qui va retourner, tout ceci va donc retourner un string. Ce que j'ai passé en paramètre, c'est une fonction qui va de string en string, comme en mathématiques. On a deux groupes, on va d'un ensemble string vers un ensemble string, et qui retourne un string. Si mon nom est vide, je vais retourner Who are you? Sinon, je vais appeler ma fonction f qui me permettra de dire bonjour comme je l'entends. Donc là, je vais pouvoir appeler ma fonction greetings avec en paramètre le nom que je veux. Je ne sais plus à qui je dois dire bonjour, donc je fais juste l'exemple. Comme ça. Et
la fonction hello en paramètre. Qu'est-ce que ça nous permet, ça? En quoi c'est pratique? Ça permet que si demain j'ai de l'internationalisation, par exemple, que je veux avoir des fonctions différentes pour différents types de personnes, différents types d'utilisateurs, je peux passer en paramètre ma fonction. Donc je n'ai pas à m'embêter à définir différents comportements. C'est les fonctions en elles-mêmes qui définiront les comportements. Ça semble trivial, mais par contre ça a plein d'applications pratiques, notamment avec l'API collection. Je ne vais pas en faire 30 des exemples, mais on utilise tous des fonctions sort, map. Toutes ces fonctions, elles se basent sur le même principe, de pouvoir passer des fonctions en paramètres. Par exemple, là j'ai créé un comparateur qui renvoie vrai si A est inférieur à B et faux sinon. Du coup, quand je vais essayer de trier ma liste, je vais pouvoir vérifier quel élément je dois retourner en premier. Là, je vous ai fait un comparateur, mais on peut faire la même chose en définissant des fonctions anonymes. Donc on va faire, on a dit, c'est dans l'autre sens, avec des métacaractères. On peut très bien définir la fonction comme ça. Ça, c'est tout ce qui se fait dans l'API connexion. Je vais revenir un peu à mes slides. Ça, c'est les fonctionnalités clés de la programmation fonctionnelle. C'est ce qui fait le corps du truc. Ce que ça nous permet tout dans le fonctionnel est une histoire de pouvoir composer des softwares correctement. On va mieux designer nos programmes. Tout ça, il y a 3 fonctionnalités que je voudrais vous présenter derrière. La première, c'est la fonctionnalité qu'on appelle les lambdas. Les lambdas, c'est un gros mot pour parler de fonctions anonymes. Par exemple, ici, j'ai passé une chaîne de caractères, un comparateur en paramètres. C'est une fonction anonyme. Non, c'est pas celui-là d'exemple. J'ai tout modifié ce matin parce que je trouvais que l'ordre n'était pas bon. Du coup, là, typiquement, j'ai une fonction opération qui va s'appliquer sur chacun des éléments de ma liste. Sur ma fonction opération, je vais donc lui passer un comparateur et une liste. Si je veux faire la somme des x premiers éléments d'une liste, j'ai juste à retourner une fonction identité. En quoi c'est fort? C'est fort parce qu'il y a des fois où vous allez utiliser des fonctions et ces fonctions, vous n'avez pas envie de les stocker parce que ça va être des cas très particuliers, parce que ça va être des choses triviales, parce que ça va être des choses que vous n'allez pas réutiliser. Tout ça, vous pouvez les mettre dans des lambdas. Vous n'avez pas besoin d'y donner un nom. Deuxième concept qui vous permettra d'aller plus loin dans le fonctionnel, le concept de récursion. On a tous fait à l'école de la récursion. La récursion, c'est l'art de s'appeler soi-même. Une fonction qui va s'appeler elle-même, qui va s'appeler elle-même. Par exemple, si ici je veux coder une fonction factorielle, je vais juste retourner si i est égal à 1. Je retourne 1. Si i est égal à 0, je retourne 0. Et dans tous les autres cas, je vais rappeler factoriel avec en paramètre i-1. Le tout multiplié par i. Qu'est-ce que ça fait ça en mémoire? Ça fait que je vais stocker à chaque étape un résultat intermédiaire qui va être le i. Tout ça, je vais le stocker dans ma mémoire. Quand j'aurai fini, que je serai arrivé à mon cas d'arrêt, je vais remonter, je vais retourner 1. Et je vais reconstruire l'opération en entier. J'ai ma pâte à modeler pour vous faire un petit exemple. Imaginons, je veux faire une boule de pâte à modeler. En récursion, comme ça, ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois que j'ai de la pâte à modeler, je vais faire une boule de pâte à modeler. J'ai toujours de la pâte à modeler, je refais une boule de pâte à modeler. Quand j'en ai plus, je vais revenir en arrière et je vais revenir à chaque étape, à l'étape d'avant. Je vais donc finir par concaténer tout ça. Pendant tout ce temps, j'ai dû stocker mes valeurs temporaires en mémoire. Ça, c'est ce qu'on ne veut pas. C'est pour ça qu'on utilise de la récursion terminale.
La récursion terminale, c'est je vais faire la même chose, mais sans stocker d'état intermédiaire. Quand, dans la pile, en récursion normale, je vais stocker tout ça, ici, je ne vais jamais stocker l'état intermédiaire. Si vous voulez implémenter ça, c'est très simple. Il suffit de faire un accumulateur. Je vais donc définir une fonction interne. Qui va prendre un accumulateur, qui sera du même type, et qui va donc retourner un int. Au lieu de retourner ça, quand je serai dans mon cas d'arrêt, je vais retourner l'accumulateur, et là, je vais passer en paramètre i-1 et l'accumulateur. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Ah oui, parce que c'est tilefact. Et du coup, il faut juste que j'appelle l'initialisation au départ. Ouais, il me manque quelque chose. C'est hack fois i. Bien vu. Je vais l'appeler ibis. C'est nettement plus clair. Ça me permet d'être beaucoup plus économique en mémoire. Du coup, si vous devez faire de la récursion, vous pouvez utiliser la taille récursion. Surtout qu'en ce cas-là, il y a une annotation qui vous permet d'optimiser tout ça. Dernier concept vraiment théorique que je veux présenter, c'est la curification. Rien à voir avec les cuisines indiennes. La curification, c'est se dire qu'on va découper chaque appel de fonction en une série d'appels de fonctions qui prennent un seul paramètre. Pour ça, il faut comprendre ce que c'est qu'une application partielle. Une application partielle, c'est pas très compliqué. Vous avez une fonction avec n paramètres. Typiquement, on a une fonction qui va ajouter une colonne dans la base de données. On n'a pas besoin de passer la connexion à la base de données à chaque étape. On peut très bien se contenter d'enregistrer notre base de données et de passer juste les paramètres qui nous intéressent pour vraiment nous recentrer sur notre métier. Là, on a fait une application partielle de colonne toDB. Maintenant, imaginons une application partielle plus poussée qui va faire un appel à chaque étape. C'est ce qu'on va appeler de la curification. Du coup, là, j'ai un exemple avec une application partielle. Je crois. Voilà. J'ai une fonction qui calcule l'aire d'une figure géométrique. Cette fonction, je peux la spécialiser en différentes sous-catégories de périmètre, d'aire. Du coup, je n'ai pas besoin de passer tous les paramètres à chaque fois. Par exemple, sur cet exemple-là, je vais passer juste le rayon du cercle. Là, je vous donne des exemples sur de la géométrie, mais c'est très pratique dans plein de cas où vous n'avez pas besoin de stocker tous les paramètres. Vous allez pouvoir vous recentrer sur la notion métier, plutôt que de passer des paramètres qui vont être vraiment techniques. Du coup, le currying, qu'est-ce que c'est? Je vous fais un exemple directement. Imaginons que j'ai une fonction addition qui prend en paramètre 2 int. Et qui retourne la somme de ces 2 int. Je peux très bien décider d'en faire une fonction que je pourrais écrire comme ça. Qui serait donc tout d'abord une fonction qui prend un paramètre et après une autre fonction qui prend un autre paramètre. On peut donc le définir de cette façon, dire que pour n'importe quel paramètre que je passe à add, j'en fais une fonction, normalement
Je vais le faire dans le... Parce que normalement, mon interpréteur devrait réagir quand je fais ça. Donc... Donc ça. Ah oui. C'est vrai. Ouais, je crois qu'il est mort. Du coup, là, j'ai ma fonction à 2 paramètres. Je peux définir donc add que je query sur n'importe quel paramètre. Ça me fait donc une nouvelle fonction qui prend un seul paramètre. Cette fonction, je peux donc lui binder. Vous voyez ou pas? Je vais l'agrandir. Là en bas. Cette fonction, je peux lui binder le premier paramètre que je veux. Donc par exemple 2. Pour en faire une fonction à un seul paramètre. Et enfin, y passer le paramètre qui m'intéresse. Et là, j'ai plus une fonction en résultat, j'ai bien un int. Pourquoi c'est fort? Ça nous permet, au lieu d'avoir différentes étapes dans des calculs, de vraiment fractionner nos opérations. On va avoir des fonctions qu'on va pouvoir binder, ou on va pouvoir binder des étapes intermédiaires de fonctions. Donc là, je vous ai fait un petit schéma pour résumer la différence entre une application partielle et la queryfication. Sur le schéma de droite, vous voyez la branche gauche, on fait une application partielle, on a n paramètres, on en bind un certain nombre, c'est une application partielle. Si à chaque étape, on a des appels à un seul paramètre, c'est de la queryfication. Tout ça, c'est très théorique. Le vrai intérêt, c'est de pouvoir enregistrer des étapes de fonctions. Mais là, je vous ai parlé de théorie, maintenant je vais vous parler des choses qui ont vraiment changé ma vie en tant que développeur. Tout d'abord, le pattern matching. Vous en avez tous entendu parler, c'est très hype en ce moment. Qu'est-ce que c'est le pattern matching? C'est un switch case sous stéroïde. En gros, on va avoir un switch case qu'on va pouvoir appliquer à tout. Vous pouvez l'appliquer à des classes, vous pouvez l'appliquer à n'importe quel type d'exception. De toute façon, je vous l'ai dit au début, c'est du fonctionnel. Une fonction a le même rôle que tous les autres types du langage. Du coup, vous pouvez l'appliquer à n'importe quoi. Par exemple, je reprends mon exemple qui n'a pas l'air de marcher. Cette fonction-là, je peux très bien lui dire « Définis ton corps selon ce qu'on te passe en paramètre ». Donc là, je vais matcher un paramètre i. Ouais. Je vais passer ces 2 paramètres en match. Ça doit pas être ça, là. Hop. Et si un paramètre est égal à 1, alors on définit ce comportement. Si le paramètre est égal à 0, on définit ce comportement. Et si... Ah oui, parce que c'est 2 paramètres. Case n'importe quoi, on définit ce comportement. On va donc pouvoir redéfinir vraiment l'implémentation de nos méthodes grâce au pattern matching. Ça a l'air rien comme ça, on dirait que c'est juste un switch case, mais ça vous donne un nouvel outil de conception qui est vraiment très fort. Aujourd'hui, quand on voulait spécifier des comportements, on se retournait vers la conception objet. On allait faire différentes arborescences de classes. Là, on a un nouvel outil qui nous permet de définir des comportements. Maintenant, c'est à nous de savoir quand l'utiliser. On a un outil qu'on peut utiliser plutôt quand on va avoir des spécialités au sein de l'objet, qui va être l'arborescence, et le switch et le pattern matching, qui va nous permettre de définir un comportement propre à une méthode quand on a vraiment des différences au niveau des méthodes. Ça nous permet de ne pas avoir à faire d'impact forcément sur toute notre arborescence de classe. Deuxième chose qui a vraiment changé ma vie en tant que développeur, les options.
Les options, c'est une sorte de gros wrapper dans lequel on peut avoir ou pas une valeur. Ça a quelque chose de très fort, c'est que c'est implémenté dans pas mal de langages, notamment en Java, depuis Java 8 peut-être. Donc maintenant, si vous devez faire des initialisations en Java, n'utilisez plus de nul, pitié. Il existe le type option qui vous permettra de définir un comportement directement quand vous n'avez pas de valeur. Comme je disais, tout en fonctionnel, c'est l'idée de mieux concevoir son software. Du coup, si on parle d'options, j'ai un exemple ici. Une option en Scala, vous voyez ou pas? Une option en Scala, ça a deux types. Ça peut être soit... Attends, je cherche mon exemple. Soit de type non, ça veut dire je n'ai pas de valeur, soit de type somme. Ça vous permet donc de définir des comportements vis-à-vis de ça. Par exemple, là, je fais une division. Dans le cas où je divise par 0, je peux retourner un comportement spécifique à mon cas métier. Ça améliore la lisibilité, ça améliore la gestion des erreurs, et c'est beaucoup plus agréable à lire. De la même façon, là je vous montre le get or else qui vous permet de définir un comportement quand vous n'avez pas de valeur, mais vous pouvez vouloir définir un comportement dans le cas où on est sur un non. Donc si on est sur un non avec la fonction fold, on va retourner le comportement qu'on va définir dans le premier paramètre. Mais si on n'est pas sur le non, on va pouvoir retourner une fonction. Ça vous permet d'appliquer des fonctions dans le cas où vous avez de la valeur. Dernier type que je trouve très intéressant, c'est les futurs. Les futurs, imaginons, vous êtes en train de prendre l'apéritif et vous avez très très faim. Vous appelez le livreur pour qu'il vous ramène des pizzas. Pendant ce temps, vous pouvez vous asseoir et faire autre chose. Vous servez un verre, boire un verre, attendre que le temps passe, jouer aux cartes. Quand le livreur arrive, vous allez pouvoir manger. Mais en attendant, vous n'êtes pas obligé de patienter jusqu'à ce qu'il arrive. C'est exactement ça qu'on va essayer d'implémenter. Ça, c'est l'exemple que je donne juste en dessous. Là, j'ai une fonction qui s'appelle « aller acheter des tomates ». J'imagine que ma grand-mère est en train de me cuisiner une tarte à la tomate, parce que c'est sa spécialité. Cette coca, elle se rend compte qu'elle n'a plus de tomates, ce qui pose un problème, vu que c'est l'ingrédient clé de la recette. Donc elle me demande d'aller acheter des tomates. Du coup, on va lancer une future qui va aller acheter des tomates. Pendant ce temps, on va pouvoir faire toutes les autres étapes de la recette. Alors, il faut juste que je trouve le test de ça. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais faire toutes les étapes et que quand... J'aimerais bien voir mon test. Ça n'a pas du tout tourné. Quand la future va revenir, si je suis dans le cas où j'ai eu un retour correct, je m'arrête et j'insère mes tomates. Dans l'autre cas, je gère l'erreur. Bon, ça ne tourne pas. L'IDE dans les choux. C'est pas grave. Ça nous permet donc de traiter directement le comportement et de ne pas s'arrêter, de ne pas se mettre en attente. Par exemple, je peux partir du principe que j'aurai un résultat à un moment et continuer mon exécution. Dès que j'ai mon résultat, je fais comme si j'avais ce résultat et je fais des opérations directement. Et dès que j'ai ce résultat, j'implémenterai le fonctionnement. Donc par exemple, sur map, je vais pouvoir passer en paramètre une fonction qui, dès qu'elle aura au moins 3 tomates pour faire sa tarte, va s'exécuter et va lancer le reste de la recette. Du coup, là, j'ai fait un peu le tour sur les fonctionnalités. Je vous ai présenté tout ce qui est principe conceptuel. Si vous voulez aller plus loin dans le fonctionnel, il y a des très très bons cours qui sont disponibles sur Internet. Je vous conseille notamment le cours de Martin Odeski, qui est quand même celui qui a fondé Scala, qui a lancé Scala. Il est enseignant à l'École Polytechnique de Lausanne. Ça vous
mais vraiment de vous refocuser sur les concepts qui vont être au cœur du functional programming. C'est un cours qui est en Scala, mais qui est vraiment focus sur les concepts. Si par contre vous cherchez plus à avoir des notions langage, vous avez le Scala Tour, qui est très complet. Si vous voulez le faire dans d'autres langages, parce que moi là j'ai pris l'exemple de Scala, qui a le mérite d'être très lisible, il y a plein d'autres langages qui implémentent tous ces concepts, que ce soit Kotlin, que ce soit Swift même, pour ceux qui font de l'iOS, que ce soit même JavaScript, implémente tous ces concepts. Ça, c'est un très bon blog que je vous conseille, celui d'Eric Elliott, qui a fait une série de blogs, d'articles sur le fonctionnel. Du coup, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Vous pouvez me pinguer sur Twitter, sur ce que vous voulez. Et si vous voulez apprendre à faire de la coca, vous avez la recette. Merci. Vous avez des questions ? Merci à vous.